D'accord. Alors, donc les zombies, ce sont des êtres imaginaires qui ont exactement les mêmes comportements que nous, qui bougent, qui vont, qui viennent, qui ont apparemment des comportements, mais qui n'ont rien qui leur apparaît. Il n'y a pas un ce que c'est d'être un zombie, alors qu'il y a un ce que c'est d'être nous, puisque nous avons effectivement une expérience, une conscience. Eux ont toutes les fonctions des êtres vivants, sauf la conscience. Alors ça paraît étrange, ça paraît une sorte de spéculation. Il y a des gens qui ont dit « Oh mais oui, mais c'est impossible, ça n'a pas de sens d'imaginer des êtres comme cela ». Mais à mon avis, ça a quand même du sens. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le zombie n'est autre que la concrétisation imagée de la représentation que donne de nous la science cognitive. La science cognitive fait de nous un ensemble de fonctions, un ensemble d'automatismes, on pourrait dire, qui expliquent nos comportements, mais elle ne donne absolument aucune clé pour comprendre comment il y a un quelque chose que cela fait d'être nous, c'est-à-dire une expérience de l'être qui a toutes ces fonctions. Et donc, au fond, le zombie, c'est la cristallisation de ce manque gigantesque qu'il y a dans les sciences cognitives. Les sciences cognitives n'ont aucune clé sur l'expérience vécue. Du coup, c'est un merveilleux outil de mise en abîme et de mise en paradoxe des sciences cognitives, puisqu'il pourrait y avoir des êtres qui ont exactement les mêmes comportements que nous, le même cerveau que nous, les mêmes fonctions cognitives que nous, mais qui n'ont pas pour autant d'expérience vécue. Comment pouvez-vous expliquer l'émergence de l'expérience vécue? C'est ça la question fondamentale qui est posée par les zombies. Et c'est pour cela d'ailleurs que le concept a été inventé par un certain nombre de philosophes de l'esprit. Et puis, il y a les anti-zombies. Donc le zombie, c'est un être qui a les mêmes comportements que nous, mais qui n'est pas conscient. Mais on peut se figurer des êtres qui sont conscients sans avoir les mêmes comportements que nous, et même sans avoir de comportement du tout. Des êtres qui seraient totalement gisants, totalement immobiles dans leur lit, qui ne bougeraient même pas un cil, et qui pourtant seraient entièrement conscients, qui écouteraient ce que l'on dit, qui prendraient conscience de ce qui se passe dans la pièce, etc., et qui pour autant ne bougeraient pas, ne le manifesteraient pas par un signe extérieur. Ce n'est pas évidemment une possibilité imaginaire, celle-là, c'est un fait avéré, réel. Des êtres qui ont presque pas de comportement et qui pourtant sont conscients. Alors on s'en est rendu compte au début en s'apercevant que quelques-unes de ces personnes avaient tout de même un petit quelque chose qui bougeait à propos. On leur disait quelque chose et on leur dit bouge quelque chose si tu m'entends. Et eux bougeaient par exemple un tout petit peu la paupière. Et on dit ça y est, en fait ils réagissent. Ces gens-là, on les a appelés les locked-in, enfin les personnes qui sont atteintes de locked-in syndrome, ce qui veut dire un syndrome d'être enfermé dans la coque de son corps, sans pouvoir le bouger, sans pouvoir manifester la moindre expérience, la moindre conscience, et pourtant en étant conscient quand même. Et vous savez qu'il y a des exemples célèbres de Jean Bobby, je crois, qui a écrit Le Scaphandre et le Papillon, mais qui était quand même capable de manifester ce qu'il pensait, ce qu'il avait envie de dire par des mouvements de la paupière qui étaient ensuite retranscrits par quelqu'un. Et l'un des défis qui a été adressé aux spécialistes de neurobiologie et disons aux neurologues en général, ça a été de s'apercevoir par un signe neurologique de l'état de conscience de ces patients qui pourtant apparemment semblent totalement végétatifs, totalement comateux, pas de réaction, etc. Alors le stratagème qu'on a utilisé pour cela, en particulier Stephen Lorays en Belgique, à Liège, eh bien ça a été d'abord d'étudier la réaction cérébrale d'une sollicitation. Par exemple, on demande à quelqu'un qui, lui, est parfaitement éveillé, qui a tous les mouvements normaux, etc.,
d'imaginer une partie de tennis. Et quand cette personne, manifestement consciente, imagine une partie de tennis, on voit s'activer certaines parties de son cerveau très précises. Puis, on applique cette même consigne à des personnes qui sont apparemment en état comateux. Et ces personnes, eh bien, il y en a certaines qui ne réagissent pas du tout, dont le cerveau ne réagit pas du tout à la sollicitation. Et d'autres, au contraire, dont le cerveau, mais rien d'autre, réagit à la sollicitation. Et réagit à la sollicitation d'imaginer une partie de tennis exactement de la même façon que quelqu'un qui était manifestement conscient, c'est-à-dire qui était réveillé, qui bougeait, qui répondait, etc. Et donc on se dit, ah, ça c'est le signe que cette personne est en fait consciente, puisqu'elle réagit de façon organisée à une sollicitation elle-même verbale et organisée. Donc voilà l'extraordinaire détection de la conscience de quelqu'un par ce que je pourrais appeler un comportement neuronal, par opposition aux comportements ordinaires qui sont des comportements corporels.